Dans l'esprit de Trump, le problème des Européens, c'est que ce sont des faibles. Tous ces autres Européens, ce sont des faibles. Et donc, c'est pas avec eux que je veux travailler. Aujourd'hui, sous l'ère Trump, les États-Unis d'Amérique semblent se désengager de l'Europe. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique exerçaient une influence considérable dans l'Europe. Aujourd'hui, on va parler d'un discours qui a posé les bases de l'influence des États-Unis d'Amérique en Europe. Le 5 juin 1947, le secrétaire d'État américain George C. Marshall prononce un discours historique à l'université d'Harvard. George Carter Marshall, dont le nom est connu dans le monde entier grâce au plan Marshall, est né le 31 décembre 1880 en Pennsylvanie. Il fait des études dans un institut militaire. Il livre de nombreux combats pour son pays et fera carrière dans l'armée jusqu'à acquérir une certaine influence considérable auprès de ses pairs. En novembre 1945, il se voit confier une mission délicate en Chine, réaliser un compromis entre les nationalistes et les communistes. Ce sera un échec cuisant. Début 1947, il retourne en Chine, amer, déçu, frustré, fatigué et craint que l'Asie du Sud-Est échappe durablement à l'influence américaine. Il est donc d'autant plus sensible au sort de l'Europe et veut tout tenter pour y faire triompher la doctrine de l'endiguement. L'Europe entre 1945 et 1947 est en ruine, marquée par les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Les infrastructures sont détruites, la population souffre de pénurie alimentaire, de logement, l'économie du vieux continent est exsangue et l'instabilité politique règne en Europe, avec une Europe divisée d'un côté les communistes et de côté les libéraux. L'administration Truman va mettre en place un plan afin d'aider financièrement l'Europe à se reconstruire, moyennant l'adhésion à quelques principes de bonne conduite libérale et démocratique. Marshall, dans son discours, s'éloigne de l'intransigeance et de la logique exclusive de Truman. Il adopte un ton modéré et semble ne plus vouloir imposer de ligne de conduite aux autres pays. Dans son discours, Marshall cherche avant tout à présenter une image généreuse, solidaire et désintéressée de l'Amérique. Pour lui, puisque l'Amérique est prospère, il est naturel qu'elle vienne en aide à n'importe quel pays d'Europe en difficulté, y compris l'URSS et les pays sous son influence. Peut-on voir une aide désintéressée destinée à reconstruire une Europe détruite ou un instrument stratégique de la guerre froide visant à asseoir la domination américaine sur le vieux continent? Dans tout son discours, le général Marshall dépeint l'Europe comme ayant un paysage post-apocalyptique ou apocalyptique. Il dit, loin des régions troublées de la terre, imaginez la misère, les peuples qui ont longtemps souffert, les pertes en vie humaine, des destructions de villes, d'usines et de mines, de voies ferrées. Depuis 10 ans, la situation est très anormale, extrêmement difficile à imaginer. Après cette description d'un paysage et d'une population démoralisée, de paysages affreux, il parle aussi du tissu économique exsangue. Il dit, toutes les branches des économies nationales ont été détruites, l'outillage n'a pas été entretenu, a été endommagé et tout est à fait démodé. Les relations commerciales anciennes, les institutions privées, les banques, les compagnies d'assurance et les compagnies de navigation ont disparu, soit par faute de capitaux ou simplement parce qu'elles ont été détruites. Là, on voit qu'il parle des acteurs de l'économie en disant qu'il n'y a plus d'acteurs économiques en Europe. Dans beaucoup de pays, la confiance en la monnaie nationale a été rudement ébranlée. Puis ensuite, il va prendre l'exemple de citoyens quelconques, de manière à ce que les Américains puissent s'identifier à ce qui se passe en Europe. Il va dire, le fabricant et le fermier, dans de très vastes régions, doivent pouvoir et vouloir échanger le produit contre des monnaies dont la valeur constante ne fasse pas doute. Alors, il veut faire en sorte que les Américains s'identifient aux Européens et leur dit en gros, imaginez-vous, vous travaillez, mais vous ne savez pas si le salaire qu'on va vous donner à la fin du mois vaudra quelque chose et vous pourrez vous-même l'utiliser pour un échange d'autres produits. Il continue à insister sur l'état de l'économie européenne en expliquant à quoi cela est dit. Il dit que l'effondrement de la structure commerciale de l'Europe s'est produit pendant la guerre. Et ensuite, il va surtout parler de la nécessité de stabiliser l'économie européenne. L'Europe est dans un état matériel déplorable. Économiquement, il est aussi déplorable. Et donc, il est nécessaire d'aider l'Union européenne, l'Europe. Il est nécessaire d'aider l'Europe. L'Europe est dans un état pitoyable. La situation mondiale est très grave, plus sérieuse difficulté. Une situation très grave se crée donc rapidement qui est de mauvais augure pour le monde. Donc là, on comprend que cette situation avec cette Europe à paysage apocalyptique et une économie inexistante et pour Marshall, représente un danger. Mais pourquoi cela représente un danger? Je pense qu'il se rappelle de la Seconde Guerre mondiale où justement l'Allemagne était moribonde et cet état de l'Allemagne a eu des conséquences politiques qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale. Et là, il dit qu'une Europe, en ayant cet état, peut avoir des conséquences politiques extrêmement graves. Non seulement pour l'Europe,
mais aussi pour le monde entier. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est nécessaire d'aider l'Europe. Il dit, la reconstruction de la structure économique de l'Europe demandera évidemment beaucoup plus de temps et d'efforts plus grands que nous l'avions prévu. Cette aide, je suis convaincu, ne doit pas être accordée chichement chaque fois que surviennent les crises. Toute aide que ce gouvernement pourra apporter à l'avenir devrait être un remède plutôt qu'un simple palliatif. Tout gouvernement qui veut aider à la tâche de la reprise économique jouira, j'en suis sûr, de la plus entière coopération de la part du gouvernement des États-Unis d'Amérique. On voit que ce discours est fait aussi pour les États-Unis, parce qu'on voit clairement que Marshall dit aux États-Unis qu'on va devoir aider énormément l'Europe, ce qui prépare mentalement les États-Unis à dire que voilà, il y aura une aide qui sera donnée aux Européens et cette aide sera énorme. On comprend aussi que bien qu'il fasse ce discours devant un parterre de 15 000 personnes en Amérique, mais que ce discours n'a pas seulement une visée états-unienne, il a une visée aussi mondiale qui est de convaincre les Européens que les États-Unis sont là pour les aider. De plus, lorsqu'on lit le discours, on a l'impression que Marshall n'a aucune arrière-pensée politique. En effet, le discours de Marshall, tel que construit actuellement, sera accueilli avec ferveur en Europe, y compris dans certains États sous influence communiste. Néanmoins, aux États-Unis, il ne fait pas l'unanimité ce discours. De nombreux groupes de pression vont lancer un vaste mouvement de pétition pour déjouer cette aide qui serait accordée aux Européens. De plus, le secrétaire au Trésor actuel, à leur époque du moins, dit que Marshall parlera en son nom. Alors lorsqu'on lit entre les lignes, on comprend que l'Amérique bénéficie aussi de cette aide qu'ils vont faire à l'Europe. Mais Marshall, dans son discours, n'en fait pas le cœur de l'argumentaire pour les Américains. Donc c'est là qu'on nous dit que ce discours, certes, il a une portée états-unienne, mais il a aussi une portée mondiale. On voit deux exemples où l'Amérique peut bénéficier de cette aide qu'elle va faire aux Européens. On parle au début d'une gradation. Il passe de la généralité de l'étranger et ensuite de l'Amérique. Il dit, la vérité, c'est que les besoins de l'Europe pendant les 3 ou 4 prochaines années en vivres et en autres produits essentiels importés de l'étranger, notamment d'Amérique, sont beaucoup plus grands que sa capacité actuelle de paiement. C'est pourquoi elle devra recevoir une aide supplémentaire très importante pour s'exposer à une dislocation économique, sociale et politique très grave. Donc, on a un produit essentiel importé de l'étranger, notamment d'Amérique, puis on a cette prétérition où il dit, en effet, en dehors de l'effet démoralisant qu'a le désespoir des peuples en question sur le monde entier et des troubles qu'il peut provoquer, les conséquences de cette situation pour l'économie des États-Unis doivent être évidentes pour tous. Il dit que c'est évident sans démontrer en quoi cela est évident pour les États-Unis d'Amérique. Avec cette phrase, il se passe d'argumentaire et veut directement associer les Américains au fait qu'il faille aider les Européens. Puis ensuite, il dit, tout gouvernement qui veut aider à la tâche de la reprise économique, j'en suis sûr, de la plus entière coopération de la part du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Tout gouvernement qui intrigue pour empêcher la reprise économique des autres pays ne peut espérer recevoir notre aide. De plus, les gouvernements, les partis politiques et les groupes politiques qui cherchent à perpétuer la misère humaine pour en tirer un profit sur le plan politique ou sur les autres plans se heurteront à l'opposition des États-Unis d'Amérique. Notre politique n'est dirigée contre aucun pays, aucune doctrine, mais contre la famine, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Ce qui est beau dans cette partie du discours, c'est le fait que Marshall se met au-dessus de toute idéologie. Il fait preuve de grandeur en disant que leur ennemi n'est en aucun cas une doctrine, mais surtout la pauvreté en Europe. On a l'impression qu'avec cette phrase, il ouvre ses bras à l'URSS et les pays sous son influence, et cela sans aucune condition. En disant cela, il crée certes de la résistance au sein des États-Unis d'Amérique anticommunistes, mais en réalité, il parie surtout sur le fait que Moscou va rejeter l'offre de Washington car ils seront fermement opposés à toute ingérence américaine dans leurs affaires. En outre, il se dit que si Moscou refuse une offre généreuse, l'URSS sera définitivement jugé responsable de la naissance des blocs. Un accord devra être réalisé par les pays de l'Europe sur leurs besoins actuels et ce que ces pays de l'Europe feront eux-mêmes pour rendre efficaces toutes les mesures que le gouvernement des États-Unis pourrait prendre. Il ne serait ni bon ni utile que ce gouvernement entreprenne d'établir unilatéralement un programme destiné à remettre l'économie de l'Europe sur pied. C'est là l'affaire des Européens. Avec cette phrase, il pose encore les États-Unis d'Amérique comme soutien inconditionnel à cette Europe moribonde. Et il continue. L'initiative, à mon avis, doit venir de l'Europe. Le rôle de ce pays devrait consister à apporter une aide amicale à l'établissement d'un programme européen et à aider ensuite à mettre en œuvre ce programme dans la mesure où il sera possible de le faire.
Ce programme devrait être général et établi en commun par un grand nombre de nations européennes, sinon par toutes. Et en effet, les États-Unis ont apporté une aide en 1948, officiellement appelée European Recovery Program, ou communément Plan Marshall, aux Européens, de 16 à 17 milliards de dollars, dont 85% d'aide gratuite et 15% sous forme de prêts. Ces fonds ont servi à la reconstruction et au développement des économies européennes, mais l'aide est administrée directement depuis Washington à travers l'administration de coopération économique et les prêts de l'Organisation européenne de coopération économique, ce qui est le stade embryonnaire de l'Union européenne. Avec cette aide et ces prêts, les États européens devaient rendre compte de ce qu'ils faisaient aux États-Unis d'Amérique. Et justement, c'est cette ingérence que les Américains ont sur les affaires domestiques des pays européens que l'URSS craignait. En définitive, on peut dire que le discours de Marshall n'était pas seulement une main tendue à l'Europe, mais aussi un coup de maître stratégique derrière l'image d'une Amérique généreuse et désintéressée. C'est une domination subtile qui s'installe avec un droit de regard permanent sur les affaires européennes. L'aide financière était indispensable, mais elle s'accompagnait d'une influence américaine indélébile. Ce que l'URSS, aujourd'hui la Russie, a toujours combattu avec acharnement. Mais retournement de situation, sous l'ère Trump, cette volonté d'unité transatlantique semble vaciller. Pourquoi ce désengagement? L'Union européenne serait-elle devenue un concurrent économique trop puissant aux yeux de Washington? Et ce plan qui mit les Européens en partie sous tutelle américaine fut-il, selon vous, un cadeau providentiel ou un piège habilement tendu?